Je suis né à Cateau-Cambrésis, département du Nord, le 31 décembre 1869 à 20h. 4 heures de plus, bien au chaud. Et je naissais en 1870, la même année que Lénine. Moi, Henri, Émile, Benoît, Mathis, je suis leur premier-né. 8 jours plus tard, mes parents emménagent à Bohain, à une quinzaine de kilomètres, pour reprendre une grainerie de grès qu'ils font prospérer par un travail acharné. À cette époque, presque un Français sur deux ne sait ni lire ni écrire. À ce fléau s'ajoute celui de l'alcoolisme, encore plus redoutable que les épidémies de choléra qui décimaient les populations avant le tout à l'égout. L'année 1870 connaît les affres de la guerre franco-prussienne. La France capitule. Ma mère gardera de cette époque douloureuse une sentence de fin de repas, encore un que les Allemands n'auront pas. Leitmotiv qui perdurera bien longtemps avec des variantes. Dès le lendemain de la défaite de janvier 1871, l'essor économique reprend. La quarantaine d'ateliers de Bohain est spécialisée dans les étoffes luxueuses, les beaux tissus d'ameublement. Des maisons prestigieuses commandent leurs velours, cachemire, mérinos et autres tulles, voiles, gaze de soie. Juillet 1872, j'ai un petit frère, Émile Auguste. Il ne fêtera pas son 2e anniversaire. J'ai 4 ans et demi quand il meurt. 2 ans plus tard, un autre petit frère le remplace, Auguste Émile, mon puîné, prénom inversé en souvenir d'un fils décédé. Mes parents n'auront pas d'autres enfants. Malgré l'arrivée du chemin de fer et les industries qui prospèrent, la vie reste très dure. Hommes, femmes et enfants travaillent jusqu'à 12 heures par jour, une seule pause de 15 minutes. Je me souviens d'émeutes, notamment quand j'avais 14 ans. Un bon millier de grévistes a pris d'assaut la filature de laine installée dans l'ancien palais épiscopal de Cateau-Cambrésis. Aujourd'hui, mon musée, le directeur eut peur pour sa vie. Aussi loin que remontent mes souvenirs, j'entends le cliquetis des navettes, aussi familier que la voix de ma mère ou les pas de mon père. Je vois mes voisins penchés toute la journée sur leur métier, comme des peintres à leur chevet. Je regarde les étoffes, je ramasse les chutes. J'ai le textile dans le sang. Les tissus seront essentiels dans ma vie d'artiste. Les murs de la ville sont couverts de morts aux Prussiens. Nous chantons des refrains guerriers au rythme des fanfares qui défilent régulièrement dans les rues. Nous nous entraînons au stand de tir des foires. Je deviens un vrai tireur d'élite. J'aime épauler un fusil, viser la cible, tirer. Mon père nous donne une éducation républicaine et catholique, autoritaire et contraignante. Comme je suis de santé délicate, ma mère est toujours de mon côté. Elle a une passion, la peinture sur porcelaine. Je revois toujours ce saladier blanc décoré de points et de lignes bleues sombres. Elle me transmet son sens des couleurs. À 11 ans et demi, je reçois ma confirmation. Les prières aideront toujours l'agnostique que je deviendrai à retrouver le calme. Léon, mon meilleur ami, habite la maison voisine. Nous avons le même professeur de violon. Il nous donne des coups d'archet, nous le détestons. Mais ce professeur épouvantable, malgré ce professeur épouvantable, j'ai toujours aimé mon violon. Je n'arrêterai jamais de jouer et j'envisagerai même d'en faire mon métier. Un jour, Léon et moi empruntons des produits chimiques dans le magasin de mon père. Tout ce qu'il faut pour produire de l'hydrogène et fabriquer une lampe philosophale. Bien entendu, elle nous explose en pleine figure, mais chance inouïe, personne n'est blessé. Nous laissons tomber l'alchimie. Je rêve très tôt de Paris. Je ne me sens pas à l'aise dans cet univers étouffant. Je n'aime pas l'école. Les maîtres donnent des coups de canne ou de règle. Je suis mauvais élève, comme mon père,
qui n'a jamais eu d'autre appréciation que faible ou médiocre. Il ne voulait pas que je fasse comme lui, mais la résistance passive est déjà mon arme de rébellion. À 12 ans, je suis pensionnaire au lycée de Saint-Quentin. On se croirait dans une caserne, on y roule le tambour, c'est d'un lugubre. Les salles de classe sont sales et sombres, les dortoirs non chauffés, les engelures graves fréquentes l'hiver. Au cours de dessin, on nous impose des exercices ennuyés d'après des plâtres, de statues grecques ou romaines. Un professeur nous autorise à copier les pastels de Maurice Quentin-Latour. Un peu de beauté dans cet univers sinistre. Je comprends lentement que j'ai un don naturel. Avril 1885, j'ai 15 ans. Des crises de colite très douloureuses m'obligent à rentrer chez moi. Mon père comprend que je ne pourrai pas lui succéder, je suis trop fragile. Il décide à contre-cœur que mon frère Auguste reprendra l'entreprise familiale. Je construis avec Léon un théâtre miniature. Nous fabriquons une caisse que nous doublons de belles feuilles bleues. Je mets en scène l'éruption du Vésuve dont tous les journaux parlent. La lave se répand comme une chevelure sur les épaules du volcan. Victor Hugo m'inspire. Nous découpons les personnages d'un illustré que nous collons sur des morceaux de carton. Des vagues en papier, azur, représentent la baie de Naples. Mon père me fournit soufre et salpêtre et m'aide pour l'éruption. Un très rare moment de complicité. Le jour de la représentation, l'effet est magnifique. Des flammes d'un bleu intense jaillissent d'un volcan en arrière-plan. J'accompagne le tout de mon violon. J'échoue aux examens de fin de scolarité, tout comme mon père. La France rurale m'inspire peu. Je rêve d'un horizon plus grand, de lumière, de couleurs. J'ai 17 ans, je vais enfin passer une semaine à Paris. 25 avril ou mai, carrément mai, 1887, je suis à l'Opéra Comique pour voir Mignon d'Ambroise Thomas. Le rideau se lève, le décor prend feu. La salle est rapidement envahie par la fumée et les flammes. Ce ne sont que hurlements et scènes de panique. Je me dirige très difficilement vers la porte de sortie. Elle est bloquée par des dizaines de corps. Les pompiers réussissent à l'enfoncer et j'escalade les cadavres jusqu'à l'air libre. Je me précipite dans un café où j'avale un grand cognac. Le lendemain, je m'aperçois que je suis sourd d'une oreille. On dénombrera plus de 400 morts. Moi qui avais envisagé un temps d'être comédien ou acrobate, ce drame horrible marque la fin de mon adolescence.
Mon père me trouve une place chez notre notaire de famille. Je décide de préparer un certificat de capacité en droit à la Sorbonne. Tout le monde est ravi. Je quitte enfin le Nord. À moi la liberté, malgré des oncles et tantes un peu partout à Paris. Je suis régulièrement les cours de droit pénal, de code et procédure civile. C'est de l'hébreu pour moi. Je vis dans une petite chambre d'hôtel au 6e étage. J'obtiens mon certificat de capacité. J'ai 19 ans et je suis maintenant un clerc qualifié. Je travaille chez maître Théodore Duconseil, non parfait pour un notaire. Dès que je le peux, je rentre à Bohain pour faire les 400 coups avec mes amis. J'acquiers la réputation d'être un joyeux luron et amateur de balles. Je cache ainsi mon désespoir. Mon travail consiste à copier à la main des textes interminables. Comme tout le monde à l'étude, je porte un haut de forme. Comme mon père, je me laisse pousser la barbe. J'ai endossé un uniforme embarrassé, une carrière qui ne me convient pas. Je suis complexé, je me trouve trop maigre, trop moche. Je suis timide avec les filles. Elles sont de toute façon chaperonnées, boutonnées jusqu'au cou. Leurs robes cachent même leurs pieds. On ne voit rien. On devine peu. Reste l'imagination. Les tahitiennes couvertes de fleurs, les danseuses du ventre des harems. 1889, je suis déclaré inapte au service militaire en raison de mes crises de colite. Je souffre d'une hernie qui m'empêche de quitter mon lit. Peut-être la cristallisation de mon mal de vivre, de mes rêves entravés. Ma mère m'achète une boîte de couleurs. À peine l'ai-je en main qu'un déclic se fait. Je vais avoir 20 ans. Je serai peintre. Une fois rétabli, je m'inscris à l'insu de mon père à l'école de dessin. Travail strict de reproduction d'œuvres classiques. Je passe mes journées à copier des documents et mes soirées à copier la Vénus de Milo, la Victoire de Samothrace, le Moïse de Michel-Ange. Pas un seul modèle vivant. Je sais que le droit ne sera pas mon avenir, mais l'art le sera-t-il vraiment? Je continue à travailler mon violon, et si ma voix était plutôt la musique, je suis promu clerc principal. Je passe tout mon temps libre à peindre. Le violon restera violon d'Ingres. Je n'ai plus que la peinture en tête. Quand j'annonce officiellement à ma famille que je veux en faire mon métier, c'est la catastrophe. C'est un métier de fainéant, de saltimbanque. Je suis déjà raté, presque incapable de reprendre le magasin paternel et incapable de mener une carrière juridique. Mon départ pour Paris est une honte pour la famille. On m'a payé des études de droit pour rien. C'est un métier de crève la faim, tu entends, tu crèveras de faim. Mon père menace de me couper les vivres. Ma mère, comme d'habitude, me soutient. Laisse-le faire un an. Donne-lui une chance. Elle insiste tellement que mon père accepte de me verser une pension mensuelle de 100 francs pendant une seule et unique année. Je me présente à William Bouguereau, le pape du monde de l'art en France. Il constate que je ne sais rien de la perspective. Inscrivez-vous dans ma classe à l'Académie Julian. Mon père accepte la dépense supplémentaire puisque c'est pour préparer les beaux-arts. Octobre 1891, les ateliers sont chauffés.
Bouguereau m'impose une discipline de fer, volonté, persévérance, obstination. L'art est difficile, je suis prévenu. Je regarde l'étoile accrochée au mur, techniquement virtuose, mais émotionnellement vide. Je n'ai aucune envie de suivre cette voie. Et si mon père avait raison, je doute à nouveau. Je dessine enfin d'après un modèle vivant. C'est la première fois de ma vie que je vois une femme nue. Je dessine d'abord les mains, puis la tête. Je ne respecte pas l'ordre prescrit. Le professeur est furieux, il ne comprend pas mon trouble. Je n'aime pas cette académie. Nous sommes trop nombreux, le vacarme est assourdissant, je me sens dans un pays étranger dont je ne connais pas la langue. Au musée de Lille, figurez-vous. Je découvre les œuvres de Goya. Je comprends alors que la peinture est un langage et que moi aussi, je peux être peintre. Hiver 1892, je présente à l'examen des beaux-arts un nu masculin. Je suis recalé comme la plupart des candidats. Suis-je vraiment un peintre? Non. Gustave Moreau m'accepte dans sa classe, même sans examen. J'entre par la petite porte aux Beaux-Arts. J'économise au maximum sur la rente de mon père. Je mange très peu, je ne bois que de l'eau. Tu ne dureras pas, me prédisent mes amis. Mon père m'envoie un sac de riz du magasin, de quoi survivre quelques mois. J'ai toujours aimé raconter des histoires. J'ai toujours fait rire en imitant les tics, les expressions de mes professeurs, voisins, cousins. Je reproduis à merveille les bruits de la rue, des rémouleurs aux raccommodeurs et autres bonimenteurs qui attirent les chalands en criant ou en chantant, au son des cloches, tambours, crécelles. Les températures sont si basses que la Seine gèle et que des gens meurent dans la rue. Je rencontre Henri Manguin et Albert Marquet. Manguin 18 ans, Marquet 17, moi 22. Mes premiers amis peintres. Manguin est un vrai dandy parisien. Marquet est petit, timide et porte des lunettes. Il a l'accent bordelais et boite, idéal pour les moqueries, mais son regard et son esprit sont vifs. Nous copions les mêmes tableaux au Louvre. Nous utilisons les mêmes gris, les mêmes rouges, les mêmes verts. Manguin, Marquet, Matisse, les trois M. Je fais la connaissance de Camille. Elle a 19 ans, elle est modèle à ses heures. Je la dessine. Elle est belle, vive, délicate. Elle aime, comme moi, la musique. Elle rit de mes pitreries. Elle est orpheline et travaille chez une modiste. J'ai 24 ans, je suis amoureux. Camille est enceinte et désespérée. La morale bourgeoise préconise la séparation. Je tiens bon malgré les pressions de tous côtés pour que j'abandonne la mère et l'enfant. 1894, nous emménageons 19 rue Saint-Michel, caravansérail de peintres miséreux, 102 marches de pierre à monter jusqu'au 5e étage. C'est mon premier atelier personnel, mon royaume. J'ai le sentiment d'entrer dans ma majorité professionnelle. Ma vie, notre vie, s'organise autour de mon travail. Impossible de nous marier. Je n'ai pas encore 25 ans. Il me faudrait le consentement de mon père. Impensable. Nous nous débattons dans des difficultés financières inexplicables et nous nous organisons tant bien que mal avec les réchauds à alcool, seaux d'eau, bottines à cirer, cendrier, du poêle à vider. 31 août 1894, ma petite Marguerite vient au monde. Je m'attache intensément à ce petit être qui grandit entre mes pinceaux et mes toiles, dans l'odeur de la térébenthine. Elle réagit à mes peintures et pose même parfois pour moi. Camille lui a transmis sa sensibilité, sa fragilité, mais aussi son énergie et ses magnifiques yeux d'odalisque. Et
J'aurai la modestie de penser qu'elle tiendra de moi sa volonté, sa passion, son orgueil, son courage. Camille en veut inconsciemment à notre fille. Même si je suis à ses côtés, elle est fille-mère, situation honteuse, elle n'a pas de famille pour la réconforter, la mienne ne veut pas la recevoir. Que penseraient les gens? 1895. Je réussis enfin l'examen d'entrée aux Beaux-Arts, mais je commence à regarder ailleurs. Grande exposition Corot au Palais Galliera. Je peins spontanément un premier paysage, une vue de la Seine en vert et gris-brun. Je me dégage enfin de la nature morte. J'ai bientôt 28 ans. Je suis séparé de Camille, elle vit avec notre petite Marguerite qui me manque terriblement. Je me sens fils-père. Je suis finalement au mariage d'un camarade d'école. Je remarque la demoiselle d'honneur. Coup de foudre réciproque. Amélie est toulousaine. Je lui révèle que j'ai une fille, ça n'a pas d'importance. Amélie se moque des conventions. Je mets les choses au point. Je vous aime beaucoup, mademoiselle, mais j'aimerais la peinture toujours mieux. Amélie est belle, loyale et royale. Elle a 24 ans. Son père, qui ne sort jamais sans son revolver, lui a appris non seulement à tirer, mais à penser par elle-même, à ne jamais obéir bêtement aux ordres. Vraie rebelle, elle quitte l'école à 16 ans en se jurant de ne jamais mener une petite vie bourgeoise dans un mariage conventionnel. Avec moi, elle ne pouvait pas mieux tomber. 10 janvier 1898, nous nous marions à l'église dans le très chic 16e arrondissement de Paris. Nous partons en voyage de noces pour Londres. Nous allons à la National Gallery. Les toiles de William Turner, notre maître à tous, sont à peine éclairées, mais je suis ébloui. Je comprends pourquoi Monet, Pissarro et tant d'autres ont fait le pèlerinage jusqu'à lui. Tout est équilibre. Il est le point d'orgue entre le réalisme de la peinture traditionnelle du Nord et la couleur pure que je commence à traquer avec ferveur. Le maître anglais m'ouvre une fenêtre sur un nouveau monde pictural. Je suis bouleversé. Je suis marié à une femme exceptionnelle. Je suis heureux. Amélie et moi savons que notre existence sera austère, entièrement consacrée et sacrifiée à la peinture. Je travaille beaucoup. J'essaie de peindre la chaleur, l'éclat et la variété des couleurs. La pureté presque spirituelle et l'intensité de cette lumière qui me subjugue. Je décide de peindre sans entrave. Amélie attend notre premier enfant. Nous nous installons chez ses grands-parents. 10 janvier 1899, un an, jour pour jour, après notre mariage, Jean vient au monde à Toulouse, j'ai 29 ans. Une vraie famille à entretenir, je dois gagner ma vie. Quelques semaines plus tard, nous confions notre bébé à une nourrice et retournons à Paris. Je fais le tour des marchands, personne ne s'intéresse à ma peinture. Je rends visite à Pissarro. À 70 ans, il est toujours en proie à des soucis d'argent. Nous parlons de peinture, surtout Cézanne. Nous devenons amis, malgré la grande différence d'âge. Jean a 9 mois. Amélie est à nouveau enceinte. Mes visites hebdomadaires à Marguerite sont de plus en plus douloureuses. Elle a 4 ans et perçoit le malheur de Camille.
Il est très difficile pour une mère célibataire de trouver un logement et du travail sans dissimuler l'existence d'un enfant. Elles vivent dans la misère. Camille gifle souvent notre fille. Je me sens tellement mal entre ces deux foyers qu'Aurélie propose que Marguerite s'installe chez nous. Elle enfreint l'interdit d'accueillir un enfant illégitime. Amélie, mon héroïne si entière et généreuse. Camille accepte et Marguerite retrouve le sourire. Elle pouponne Jean. 1900. Je loue un atelier plus grand au 19 quai Saint-Michel, toujours au 5e étage. 2 fenêtres sur la scène Notre-Dame, le palais de justice. Je suis tellement content que je m'inscris dans le bottin sous la rubrique artiste, au milieu des peintres mondains. Mes finances sont au plus bas, tout comme mes relations avec mes parents. Ma carrière n'avance pas. J'envisage une énième fois d'abandonner la peinture. Amélie décide d'ouvrir une boutique de modiste. Elle s'installe à l'angle de la rue Lafitte et de ses galeries d'art, de ses marchands de meubles anciens. Monsieur pourra acheter un tableau ou un bureau Louis XVI, pendant que madame choisira un nouveau chapeau dans la boutique d'Amélie. J'ai besoin d'un modèle pour mes nus, difficiles quand on est fauché. Je ne trouve aucun travail, je ne vends rien, je m'enfonce à nouveau dans l'obscurité. Mes nus évoluent, je déforme les corps, mes condisciples ne comprennent pas mes audaces, mes combats. Ils me trouvent excentrique. Ma peinture leur semble froide, disloquée, déroutante. Je fais la connaissance d'André Derain, grand type aux larges épaules. Il a 18 ans, moi pas loin du double. Il parle peu, nous communiquons par toiles interposées et rivalisons d'audace. Notre atelier, le Louvre, nous sommes vite connus comme le loup blanc, nous travaillons sur des combinaisons nouvelles, détonnantes. Certains visiteurs demandent l'expulsion de Derain pour attentat à la beauté. Il en a cure. L'exposition universelle de 1900 me fournit un travail. Peintre à la journée, je m'attelle à des guirlandes de laurier pour une frise d'1 kilomètre de long. Les conditions de travail sont très pénibles. La tension se relâche, une série de coups de pied pour remettre les idées d'aplomb. Personne n'ose protester. Mes compagnons de misère m'expliquent comment épargner mes forces. Ils m'appellent docteur à cause de mes lunettes, de mon air grave. J'apprends la condition ouvrière, le sous-prolétariat, la lutte des classes. J'avais vu, enfant, des hommes faire la queue aux portes des usines dans l'attente d'une éventuelle embauche. Mais là, je suis épouvanté. Je suis renvoyé au bout de 3 semaines pour insubordination. 13 juin 1900, notre second fils voit le jour à Bohain. Jean et Pierre, pour Pierre et Jean. Hommage à notre cher Maupassant. Bien que ma mère aime beaucoup Amélie et les enfants, nous ne restons jamais longtemps. Dans le Nord, nos relations sont trop difficiles. Mes amis ont tous réussi à leur manière, alors que moi, l'abîme s'est creusé avec tous les miens. Amélie se débat entre les 2 bébés et sa boutique, alors que je passe mes journées dans mon atelier. Personne pour l'aider, sinon Marguerite, encore si jeune. Un jour, je déclarerai que j'aurais voulu vivre comme un moine, reclus dans la cellule, seulement préoccupé par mon art. Serais-je sincère? Probablement pas.
20 janvier 1901, nous baptisons les garçons à Bohain, Jean a 2 ans, Pierre 7 mois. Impossible pour l'anticlérical convaincu que je suis de s'opposer à cette force familiale. Mon esprit anarchique se développe, ma révolte gronde, nous avons souvent faim et froid, mon métier semble sans espoir, mais nous sommes ensemble, nous rions. Février 1904, j'expose au Salon des Indépendants, le seul sans sélection préalable, bref, démocratique. Manguin, Camoin, Marquet et moi présentons plusieurs toiles. Marquet et Camoin vendent tout et moi presque rien. Un avocat qui sait mon dramatique manque d'argent m'achète 2 toiles. Il me donne 400 francs. Je n'en reviens pas. Un ami me rend visite, voyant les billets, il me demande « Tu as tué quelqu'un ?» J'ai enfin la visite du galeriste Ambroise Vollard. Amélie prépare un bon dîner, qu'il dévore avec appétit, puis il s'endort du sommeil d'un python repu. Lorsqu'il se réveille, il veut tout voir. Vollard est patient, c'est lui qui fait les réputations. Il n'a pas oublié ses débuts difficiles, la faim et le froid. Il a toujours préféré se priver que de vendre un tableau à bas prix. Un marchand de vin lui demande un rabais de 20 francs sur un dessin de forain. Vous marchandez mon forain, eh bien, ce n'est plus 120, c'est 150 francs que j'en veux. Il n'est pas persuadé de mon talent, mais décide de m'exposer du 1er au 18 juin. Il me laisse accrocher moi-même mes 45 toiles. Le résultat est lamentable. Certains critiques trouvent que ma vision de peintre s'affirme avec constance, que mon œuvre est solide. Mon exposition connaît un succès honorable. Je peux nourrir ma famille quelque temps. Nous décidons de rendre visite à Signac, qui s'est fait construire une maison dans un village inconnu, Saint-Tropez. La nature est paradisiaque. Les couleurs du village m'inspirent. J'utilise une palette très limitée, un peu de rose, de bleu, de vert. Je dessine beaucoup Amélie, la terrasse et ses fleurs. Signac critique ma touche trop large. Ces remarques m'angoissent. Amélie tente de me rassurer. Je lis l'invitation au voyage de Baudelaire. Je suis émerveillé. Les senteurs de l'ambre, les miroirs profonds, les soleils couchants, la chaude lumière. Là, tout n'est qu'ordre et beauté, luxe, calme et volupté. Luxe, calme et volupté. Quel titre parfait pour un paradis réinventé entre réalité et créatures imaginaires. Je fragmente rigoureusement les couleurs qui se juxtaposent et illuminent la surface de la toile. Printemps 1905, luxe, calme et volupté est exposé au Salon des Indépendants. Signac l'achète. Ma carrière prend alors un nouveau tournant. Nous filons vers le sud.
Je traverse à nouveau une période, si ça vous intéresse, hein. Cette confession, hein. D'extrême tension avec insomnie, crise de panique. Amélie, pour me calmer, me lit des romans russes. Ah, vous avez essayé? Je la peins avec un bibi étonnant, j'utilise des tons vifs. Salon d'automne de 1905 marquait Camoin, Rouault, Derain, de la main, que tous épris de liberté. J'expose Femme au chapeau. Un pot de peinture a été jeté à la figure du public. On parle de barbouillage, gribouillage, bariolage informe, tout le monde ricane. Un critique d'art très conservateur est choqué par la violence des couleurs pures. Il aperçoit une petite sculpture académique au milieu de nos toiles et s'exclame « Tiens, Donatello au milieu des fauves ». Le fauvisme est né. Le public me rejette. Il voit en moi un charlatan qui incarne le désordre, la rupture avec la tradition. Mon côté anarchiste fait peur. Amélie me conjure de ne pas prêter attention à cette campagne de haine. Une semaine avant la fin du salon, je reçois un télégramme. Un collectionneur m'offre 300 francs pour la femme au chapeau, alors que j'en demande 500. Nous avons un tel besoin d'argent que je suis prêt à accepter. Amélie s'y oppose. Si cette personne est assez intéressée pour te faire une offre, elle doit payer le prix que tu demandes. Les 200 francs supplémentaires permettront d'acheter des vêtements pour Marguerite. Amélie avait raison. Un second télégramme arrive. Notre famille est soudée, comme les 5 doigts de la main. Les 3 enfants ont l'atelier comme principale école, celle du regard, de l'émotion, du travail. Ils me disent ce qu'ils ressentent devant mes toiles, c'est essentiel pour moi. Nous faisons la connaissance d'un couple étrange, Gertrude et Léo Steg. Ils sont frères et sœurs américains. Léo est aussi grand et mince que Gertrude est petite. Gertrude, il faut dire. Bon, d'accord. C'est Gertrude, hein? Gertrude est petite et rablée. Leur appartement regorge d'œuvres d'art. Il me présente Picasso, persuadé du talent de cet Espagnol rablé au regard de braise. Il a 12 ans de moins que moi et tire le diable par la queue au bateau d'Avoie, où il partage un petit atelier humide et froid avec sa compagne, Fernande Olivier. Un rappel de mon passé heureux mais douloureux avec Camille. Il est impressionné par certaines de mes toiles. Bien qu'il parle mal le français, nous nous comprenons, enfin, je le crois. Matisse parle, et moi je ne peux pas parler. Je dis seulement oui, oui. Vollard lui achète bientôt une bonne vingtaine de toiles anciennes. Mes ressources deviennent également plus constantes. Lui comme moi sortons enfin de la pauvreté. Nous devenons des habitués du salon de Gertrude Stein. Nous aimons nous y retrouver et pourtant, difficile d'imaginer 2 hommes plus différents, tant physiquement que mentalement et artistiquement. On nous surnomme Pôle Nord et Pôle Sud. Nous garderons une grande admiration mutuelle mêlée de respect, d'inquiétude et de curiosité. Guillaume Apollinaire fait ses débuts de critique d'art. Stein ne voit en ce moment que par 2 peintres, Matisse et Picasso. Je ne peux qu'approuver ce choix. Il écrira plus tard « Le propre de l'art de Matisse est d'être raisonnable. Le poète aime les paradoxes. » Salon des indépendants, mars 1907, je présente un nu bleu. J'ai cerné de bleu et de noir les formes sculpturales d'une femme allongée. Sa féminité est presque effacée à part les seins ronds. Les traits du visage sont durs, le bassin et les fesses déformés. Je suis sur la voie de la désarticulation, de la déformation, de la distorsion. Ma toile choque une fois de plus. Elle est jugée indécente, reptilienne, atroce. Léo et Gertrude Stein l'achètent, visiblement. Plus leurs amis sont consternés par leur choix, plus ils sont satisfaits. Été 1909, nous nous installons dans une belle maison bourgeoise à Issy-les-Moulineaux. Merci la notoriété qui nous offre bientôt
la tranquillité d'être propriétaire. J'invite mes parents, histoire de les rassurer sur mon avenir. Ils aiment le grand jardin, les parterres de fleurs dont les couleurs se mélangent. 15 octobre 1910, mon père décède d'une crise cardiaque. J'ai 41 ans, mais cette nouvelle m'anéantit. Pourquoi n'avons-nous jamais pu nous rapprocher? Quelle douleur de perdre des êtres si chers. Je lis les journaux, je sens que le conflit avec l'Allemagne est imminent. Les souvenirs de mon enfance affluent. 28 juin 1914, l'archiduc François Ferdinand, l'héritier du trône austro-hongrois, et son épouse sont assassinés à Sarajevo. Casus belli, la guerre éclate en août. Je n'ai aucune nouvelle de ma famille. Je suis dévoré par l'angoisse et n'arrive plus à peindre. L'été 1917, mes filles sont à la guerre. Les jeunes conscrits ont faim, froid, et vivent dans une saleté repoussante, la boue jusqu'aux chevilles. Quand cette guerre dévoreuse de jeunesse finira-t-elle? Janvier 1918, j'expose pour la première fois avec Picasso. Je suis Paul Guillaume, jeune marchand parisien plein d'ambition. L'idée me déplaît, tout d'abord parce que nous sommes en guerre, ensuite parce que j'ai le sentiment d'être en compétition, surtout que nous sommes opposés sur l'essentiel, la politique. Apollinaire fait la préface du catalogue, il parle de ma force véritable, de mon art qui s'est dépouillé, de ma simplicité toujours plus grande. 9 novembre 1918, Apollinaire meurt de la grippe espagnole. 2 jours avant l'armistice, un mois plus tôt, il avait présenté Alphonse XIII à la grippe espagnole. La nouvelle ne nous étonne qu'à moitié. Un bon roi doit avoir à cœur de n'user que des produits nationaux. Je répète. Apollinaire, français d'origine polonaise et italienne, aura été cosmopolite jusqu'au bout.
La guerre est enfin finie. L'Allemagne à genoux voit naître le Bauhaus à Weimar, principe nouveau pour une vie moderne. Les formes géométriques sont reines. Janvier 1920, ma mère décède. 10 ans après mon père. La nouvelle me foudroie. Elle m'a toujours aidé, soutenu, compris, aimé. Marguerite a de graves soucis de santé. Sa trachée artère s'obstrue, elle souffre terriblement. Mon cœur de père et de fils saigne. La première monographie sur mon travail est publiée. Je suis heureux du résultat. J'ai maintenant des collectionneurs réguliers d'importantes rétrospectives et expositions de Copenhague à New York. Amélie me fait une merveilleuse déclaration d'amour. Je peux dire que pour rien au monde, je ne voudrais changer ma vie si je devais la recommencer. Juillet 1925, me voici chevalier de la Légion d'honneur. On me considère comme l'un des artistes français les plus populaires. De l'eau au moulin de mes détracteurs, on parle de mes décorations, ornements avec mépris. Georges Braque évite soigneusement de regarder mes peintures. Le fossé se creuse avec mes confrères. 1929, je vais avoir 60 printemps. Eh oui. Ou plutôt 60 automnes. Le poids des ans se fait sentir. Je rêve d'une vieillesse calme et paisible. Malheureusement, la santé d'Amélie se dégrade. Je suis très inquiet. Elle est de plus en plus fatiguée. La dépression s'installe. Un de mes tableaux entre au Louvre. Je suis un artiste consacré. Je n'ai plus de problème d'argent. Je suis maintenant une célébrité. Des bruits farfelus courent sur moi à Paris. On raconte que je vais quitter la peinture et entrer en religion. Comme si la peinture n'était pas déjà une religion. « 1935, Lydia vit sous notre toit depuis un an. Cette jeune femme russe est la dame de compagnie d'Amélie. Un jour, je lui demande de poser dans l'atelier. La braise créatrice se rallume. Lydia prend lentement de l'importance. Elle est très blonde, les yeux très bleus, la peau très blanche. Elle a 24 ans. Nous avons des points communs. Je viens du Nord, elle vient de Sibérie. Elle sent mon désespoir, je comprends le sien. Le gouvernement républicain espagnol commande une grande œuvre à Picasso pour son pavillon de l'exposition universelle de 1937. Le révolutionnaire a décidé de choquer les traditionalistes bornés. Il travaille sur Guernica, ville martyre, symbole de la violence franquiste. J'expose chez Paul Rosenberg une vingtaine de toiles récentes, très colorées. Certains y voient un défi à Guernica, que les gens peuvent être pervers. Pourquoi faut-il que les marchands, conservateurs de musées ou critiques exploitent constamment nos différences? Amélie exige le renvoi de Lydia. Sa présence lui pèse, elle se sent exclue. Mais Lydia est devenue mon modèle favori. J'essaie de convaincre Amélie de son importance dans mon travail. En vain, Amélie me quitte.
C'est le début de mes papiers découpés. Je tiens la feuille peinte de la main gauche et je la fais pirouetter sous mes ciseaux de la main droite. Le flot de formes ainsi libérées me permet de composer des gouaches, dont certaines de très grande dimension. Je trouve une blouse romaine ancienne, brodée, qui a dû appartenir à une princesse. Elle m'inspire le rêve. Je travaillerai 1 an sur ce tableau d'une femme assoupie. Une réponse calme et sereine au rêve de Picasso, tumultueux de sensualité. Ma relation avec Lydia est à l'opposé de sa passion, alors secrète, avec Marie-Thérèse Walter. Elle s'occupe merveilleusement de moi, elle est ma muse. Un personnage nommé Douleur, comme dit Aragon, a fait définitivement son entrée dans ma vie, elle ne me quittera plus. « 1939, Amélie ne reviendra pas. Je me sens brisé. Le 23 août, fin des accords de Munich, nous sommes à la veille de mon 3e conflit avec l'Allemagne. Quand je pense que nous parlions de la der des der. 1er septembre, Hitler envahit la Pologne, la France s'installe dans la drôle de guerre. 6 mois plus tard, l'armée allemande occupe une grande partie de l'Hexagone et c'est l'exode. Je pars vers l'ouest, mes affaires attachées sur le toit de la voiture comme des milliers d'autres. Lydia m'accompagne en qualité d'assistante, puisqu'Amélie m'a quitté définitivement. Janvier 1941, des douleurs insupportables m'empêchent de travailler. Je subis une grave intervention à Lyon. Je demande à mon médecin, donnez-moi 3 ou 4 ans pour conclure mon œuvre. Mes forces reviennent. Petit à petit, je me sens miraculé, comme si une seconde vie m'était offerte. Novembre 1941, Louis Carré m'organise une exposition dans sa galerie parisienne. Picasso la complimente, ce qui me fait le plus grand plaisir. Louis Aragon et Elsa Triolet, réfugiés à Nice, me rendent visite. Je suis leur peintre favori, ils me trouvent digne de mes tableaux. Je les dessine. L'occupation me pèse. Sois sage, ô ma douleur, et tiens-toi plus tranquille. Je lis et relis Baudelaire pour continuer. Picasso est maintenant membre du Parti communiste. Cela m'amuse beaucoup. Il est amoureux de Françoise Gillot, une jeune artiste de 23 ans. Ils s'installent ensemble à Antibes début 1946. Picasso est fier de me présenter sa jeune compagne. Elle est très séduisante. Je dois rester de longues heures allongé. Je fais de nombreux dessins et découpe des formes dans des feuilles que Lydia a gouachées. Mon atelier est une véritable caverne d'Ali Baba. Il déborde de tentures africaines, de tapis persans, de coussins, de costumes. Certains visiteurs ont l'impression de pénétrer dans un harem oriental, d'autres dans l'antre d'un magicien et d'autres dans un univers de contes de fées. Les expositions continuent un peu partout, notamment à Londres, Amsterdam et Bruxelles. Je retourne à Paris en juin 1946. Je suis malade, épuisé par une allergie à la toute nouvelle pénicilline. Mon cher Bonnard meurt à 79 ans. Ce départ d'amis fidèles m'affecte terriblement. Heureusement, mes 5 petits-enfants m'apportent joie et réconfort. Le 16 janvier 1947, je suis promu commandeur de la Légion d'honneur. Les honneurs font toujours plaisir.
Merci. Fin 1947, on me parle d'un projet de chapelle non loin de chez nous. Je suis fou de joie. Il sera l'aboutissement de ma vie consacrée à la quête de la lumière. Mais ma grande symphonie de couleurs, tout me semble évident. L'architecture, Saint-Dominique, une Vierge à l'enfant, un chemin de croix. Picasso est furieux. Pour lui, l'Église est une force réactionnaire. Mais vous n'êtes pas croyant. Je serais d'accord si vous l'étiez, mais comme vous ne l'êtes pas, vous n'en avez pas moralement le droit. J'ignore s'il me reste un zeste de foi. Ce qui compte, c'est que mon état d'esprit soit proche de la lumière. 12 décembre 1949, pose de la première pierre de la chapelle du Rosaire. Je suis trop faible pour assister à la cérémonie. Je fête mes 80 ans entouré de mes petits-enfants et je les dessine au plafond de ma chambre au fusain à l'aide d'un immense bambou. Je vois ainsi leur visage souriant dès mon réveil. Je surveille la fabrication des vitraux, cauchemar technique et financier. Je veux qu'ils ruissellent de lumière et de couleurs. On les installe à Noël. L'effet dépasse mes espérances. On n'a pas l'impression le sentiment d'être dans une chapelle. Je viens du Nord et j'ai toujours détesté les églises sombres. J'aime le bleu clair qui émane des vitraux, aussi intense que l'aile du papillon et la flamme bleue, pure, dégagée par le soufre allumé de mon enfance. 25 juin 1951, la chapelle est inaugurée et consacrée. Les critiques sont d'une virulence incroyable. Le chemin de croix choque, on m'accuse de sacrilège, on traite mon travail d'abject. Le Vatican me blâme, mais les religieuses sont satisfaites. Elles aiment le calme contemplatif, apaisant de leur chapelle. Elles s'y sentent bien. Je souffre d'insomnie, de fatigue cardiaque, de difficultés respiratoires. Ma vue baisse terriblement. Il y a des jours où je vois à peine. Je m'attelle à une composition en papier découpé, la plus grande jamais réalisée. Un guitariste joue pour une jeune danseuse, tandis que le vieux roi tend une main en signe de salut ou d'adieu. J'intitule mon tableau « La tristesse du roi ». Je suis le vieux roi qui dit adieu à la vie.
Chaque tableau peut être le dernier. Je garde malgré tout une vitalité étonnante. Jean Cocteau me rend visite. Matisse découpe du papier et colorie des images comme un enfant sage couché avec une scarlatine. Il vient d'achever un grand panneau en papier épinglé. Il est d'une fraîcheur et d'une jeunesse incroyable. Un journaliste écrit Matisse tisse. Non, le jeu de mots me fait sourire. Mon nom était prédestiné, il comporte la trame de ma vie de fils de tisserand. 8 novembre 1952, mes 3 enfants assistent à l'inauguration du musée Matisse du Cateau-Cambrésis, ma ville natale. C'est la réalisation d'un rêve. Je suis terriblement ému. La boucle de mon enfance et de ma jeunesse s'est refermée. Je m'isole. Lydia ne me quitte plus du tout, pas même une soirée. Je suis très affaibli et ne supporte plus son absence. Elle dort de façon intermittente. Je lève plusieurs fois pour adoucir mes souffrances nocturnes et m'aide à travailler quelques heures en journée. Alberto Giacometti me rend visite à plusieurs reprises. Il aime la chapelle. Il me dessine, couché, capte les signes de la mort qui me guettent. Octobre 1954, je m'attelle à ma dernière réalisation, un vitrail commandé par Nelson Rockefeller pour une chapelle. Je termine le dessin du lierre en fleurs et m'éteins le 3 novembre 1954, en plein après-midi, dans mon atelier, après avoir réalisé un ultime portrait au crayon de Lydia. Je pars en paix, entouré de ma chère fille et de ma dernière campagne. Lydia quitte l'atelier, Amélie, ma veuve, peut organiser ma postérité. Pour beaucoup, mon œuvre est superficielle, moins profonde que celle de Picasso. Il a beaucoup peint la dévastation et la violence. Moi, plutôt la sérénité et l'équilibre que la vie peut donner, malgré tout. En apprenant ma mort, Picasso déclare « Maintenant, je suis tout seul ».